Monsieur le Président, Madame la Ministre de la Recherche, Messieurs les députés et surtout chers Français, qui par votre impôt vous financez la recherche publique. Bien que mon métier, moi, ce soit de produire du savoir et des connaissances technologiques, là je voudrais prendre un peu de temps pour pointer du doigt certaines failles de notre système de recherche et surtout de son administration, qui, je pense, nous empêche d'être compétitifs sur le plan international, mesuré par tous les indicateurs, y compris les financements européens qui montrent que au niveau des advances des seniors, la France est bien au-delà au-dessous de l'Angleterre ou de l'Allemagne, et même rapporté par pays au-dessous de la Hollande ou de la Suisse. Hein. Et donc la question c'est pourquoi, et je voudrais pointer du doigt ça, je l'ai fait plusieurs fois, je reviendrai dans la discussion, dans le dernier slide de cette présentation. Je donnerai deux références. Hein. L'année dernière j'avais publié ainsi que l'année d'avant. Voilà, donc comment résoudre ces points et devenir plus compétitif. Et donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette présentation Améliorer significativement la compétitivité scientifique en arrêtant d'augmenter la lourdeur administrative. En 2020, hein, c'est à mon avis une accumulation de 15 ans et voire plus de lourdeur administrative qui s'accumule. Donc j'ai déjà fait une petite présentation sur les masters, j'en ferai une sur les étudiants en thèse, les étudiants post-doc, pour expliquer la lourdeur du système et surtout le fait qu'à chaque fois, la lourdeur se place sur les chercheurs au lieu d'avoir des aides administratives, de gestionnaires, de secrétaires. Et donc en fait notre métier devient impossible, enfin pour être compétitif. Donc voilà une description du poids administratif qui ne fait qu'augmenter considérablement depuis 10 ans. Dans l'encadrement et la restriction, par exemple, pour les stages des étudiants avant les... Donc j'ai fait un petit PowerPoint là-dessus la dernière fois. Pour les masters, c'est pareil pour les thésards, ils sont limités à 3 pour des raisons qui sont idéologiques. Hein, c'est ce que j'ai écrit là au nom d'une idéologie égalitaire et qui évidemment n'a pas sa place en sciences ni en art. Il n'y a personne qui est égaux dans la création du savoir. Et donc cette limitation, qui sont simplement pour but administratif, sont un frein considérable. Certains ont besoin d'avoir plus d'étudiants, d'autres moins, et c'est normal. Pour passer les commandes, alors c'est un véritable calvaire. Hein. Pour donner un exemple, on ne peut pas commander avant le mois d'avril. C'est-à-dire si je veux commander un ordinateur, c'est pas possible en janvier-février. Pourquoi ? Parce que pour le système comptable qui se met en place, donc pour nous ça devrait être transparent, en fait ça ne l'est pas. Donc du début avril, on peut commander d'avril jusqu'au mois de novembre. Après les marchés dits des différentes tutelles fermes, c'est-à-dire du CNRS, de deux institutions, de l'INSERM. Donc c'est un frein majeur qui ne devrait pas exister. Et cela entrave gravement le bon fonctionnement de la recherche. Enfin, il faut prévoir si on veut, dès le début, si on veut, encore une fois, on ne devrait pas avoir à dire, tiens, au mois de janvier, j'aimerais acheter un ordinateur pour le mois de septembre, ou prévoir de payer des étudiants. L'argent, c'est de l'argent. Or, en fait, il faut prévoir l'équipement, le personnel, le fonctionnement, et pareil, c'est un frein majeur. Parce qu'il y a toujours des changements, tout le temps. Et c'est là, on a un besoin de s'adapter, et de s'adapter rapidement. Et donc ça plombe cette flexibilité. Enfin, il y a un fichage systématique de tout ce qu'on achète. Pour 1 euro, il faut remplir une fiche qui prend 10 minutes, un quart d'heure. Donc si on mesure le temps par heure auquel on est payé, c'est en fait ça revient à un gâchis de l'argent public. Donc, alors, un autre point qui est en train d'être résolu, mais il y a un grand problème pour tout ce qui est valorisation de la recherche, de nos travaux. Pour créer une start-up, c'est un véritable dédale. On passe de problème en problème.
alors que c'est l'économie de demain, la science et la technologie. C'est pour ça qu'ici en France, c'est très difficile de rentrer en compétition avec des pays comme les US. Alors qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent privé, il y a de l'argent. Mais l'argent, il n'est pas flexible. C'est impossible, c'est extrêmement difficile de le manipuler. Voilà, contrôle administratif à outrance qui empêche l'émergence entrepreneuriale, qui est à mon avis fondamentale pour pas qu'on ressemble à un pays d'Afrique dans 50 ans. Effort gouvernemental, alors il y a eu un effort récent d'injecter 25 milliards en 10 ans, donc ça il faut saluer cet effort. C'est peut-être la crise Covid, à chaque fois qu'il y a une crise, il y a une réponse. Juste pour replacer ça dans un contexte, le budget par an de Harvard, c'est 1,4 milliard. D'accord, ça c'est le budget total. Et donc 1 milliard par rapport à 25 milliards, Harvard ça représente qu'une seule université. Il y a plein d'universités privées aux États-Unis et publiques. Donc c'est simplement pour resituer. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'on a besoin d'argent flexible pour attirer les bons étudiants, surtout dans les grandes villes, où le coût du logement est extrêmement sérieux, et ça, encore une fois, c'est un frein pour la venue des étudiants. Donc on a besoin de l'argent flexible, on n'a pas besoin de nous empêcher de payer plus un étudiant. Ça, c'est une hérésie. On a besoin d'argent flexible pour évidemment acheter des équipements qu'on n'avait pas prévus, pour lancer des innovations nouvelles, non prévues. Et il faut qu'on arrête de passer 50% de notre temps à faire de la gestion, parce que ces 50%-là, c'est pas du temps passé avec les étudiants, c'est pas du temps passé à faire de la recherche, c'est pas du temps passé à communiquer avec le grand public. Et donc les conséquences de ça, c'est un faible rendement scientifique, une perte et peu d'attractivité, peu de recrutement de leaders qui viennent en France par rapport à l'étranger. Et beaucoup d'entre nous sont partis se reformer, parce qu'ici, bon, ça c'est un autre problème, une partie de la science, puisque en fait elle est classique, puisqu'elle est faite par des gens qui sont moins innovateurs, qui sont moins dynamiques, parce que les plus dynamiques ils partent. Et donc en fait on a une science moins dynamique, puisqu'elle est faite par des gens par définition qui sont moins explorateurs. Et ça se voit d'ailleurs dans les ERC Advance, qui est une mesure de la qualité de l'innovation au top en Europe, c'est qu'on a la moitié moins de grandes qu'en Europe, qu'en Angleterre ou en Allemagne, qui sont à peu près des pays comparables. Et donc pas d'émergence ou faible fleurissement de nouvelles disciplines à travers les 30 dernières années. Là j'en ai cité quelques-unes, la crypto, les neurosciences computationnelles, la robotique. La robotique, le premier pays pour la robotique, je dirais, c'est le Japon et les États-Unis. Les drones, pareil, c'est pas une technologie qui est née ici, les semi-conducteurs, les grosses données évidemment, et la nouvelle économie du cerveau qui est en train de se mettre en place. Elle se met en place ailleurs. Et aussi le service médicalisé à la personne. Parce que les meilleurs, ça a un prix, et c'est les meilleurs qui déposent les premiers brevets, et ce sont les premiers brevets qui font l'économie du futur. Et donc mes propositions, c'est plus que ce qui a été proposé dans cette lettre du ministère. Je dirais que surtout ce dont on a besoin, c'est une flexibilité. Il y a de l'argent, mais cet argent, je parle de l'argent qu'on utilise, je ne parle pas de l'argent des salaires qui sont pas du tout compétitifs. Les salaires, il aurait fallu les multiplier par 2 ou par 3, ou par 4 même, comme en Suisse, aux États-Unis, dans les grandes universités privées. C'est comme ça qu'ils attirent les meilleurs. Donc retour à une large flexibilité financière, je pense que c'est ça le plus important. Avoir une flexibilité, comme dans le privé, pouvoir utiliser de l'argent, libéraliser complètement les salaires des non-statutaires, post-doc, PhD. Je comprends qu'il y ait une marge minimum, mais il ne devrait pas y avoir de marge maximum. Quelqu'un qui travaille bien, comme dans le privé, il doit être récompensé d'un point de vue financier. Et je pense qu'il faudrait éliminer toutes les justifications pour les dépenses à faire à 200 euros. Il est temps de prendre les chercheurs pour des gens responsables, et que moins de 200 euros, il n'y a pas besoin de justification. Il faut revenir à l'endroit surtout. Et ce n'est pas à l'administration de décider de comment on doit dépenser nos crédits, mais elle est là pour nous aider. C'est à nous de dire comment on doit les dépenser. L'administration doit faire tout ce qui est en son possible pour nous aider. Et c'est
c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas et c'est très important de comprendre ça. Et enfin, pour les startups, c'est important de libéraliser. C'est OK de détenir plus de 50% du capital. C'est OK de prendre le salaire que l'on souhaite. C'est OK de s'installer dans les locaux pour commencer. Et là, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, bien qu'il y ait eu des améliorations. Mais encore une fois, on rentre en compétition avec des pays dans lesquels tout ça, ça roule. Donc c'est un frein. Enfin, je pense qu'il y a une grosse difficulté de notre système qui est de promouvoir les chercheurs par l'administration. Notre système promeut la transmutation de chercheurs en administrateurs. Je répète, notre système promeut la transmutation de chercheurs en administrateurs. Les gens qui veulent faire de l'administration, ils sont promus au lieu de se consacrer à la recherche. Et je pense que c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Il ne faut pas, pour une meilleure compétitivité, je pense que les tâches administratives devraient être divisées, comme dans les grandes infrastructures internationales, qu'on ne devrait pas avoir de mandat pour diriger un institut de sciences de plus de 4 à 5 ans et non renouvelable, de sorte que les gens font ça parce qu'ils doivent le faire, et c'est tout. Et s'ils sont là, c'est pas pour prendre le pouvoir en science, parce qu'il n'y a pas de pouvoir à prendre. La science, elle naît dans les labos. Il n'y a pas de direction de la science. Quelqu'un fait une découverte et hop, ça va tout changer. Et je pense qu'il faut donc limiter le cumul administratif et pas plus d'avoir de l'administration de plus de 10 ans et pas plus d'une fonction pendant 5 ans. Et arrêter de promouvoir et de donner plus des meilleurs salaires simplement sur la base du fait que les gens prennent des fonctions administratives, parce que c'est pas la bonne direction, c'est pas ce qu'il faut montrer à la jeune génération. Hein, la promotion, ça doit se faire sur la qualité, de générer du savoir, de mesurer par les publications les brevets. Et enfin, il ne faut pas recruter des chercheurs qui n'ont pas fait 4, 5, 6 ans à l'étranger, qui n'ont pas été dans différentes disciplines, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on fait des nouvelles découvertes. Il y a encore ce problème-là qui est dû au système très classique de la création du savoir en France, hein, qui font que les gens se sont recrutés eux-mêmes de façon consanguine au lieu de brasser. En majorité, il y a une certaine fraction de gens qui viennent de l'étranger, et c'est surtout eux, c'est eux qui amènent ces idées nouvelles. Donc deux références, j'avais écrit là-dessus. Et si une recherche justement financée permettait de payer moins d'impôts, ça c'est ce que je pense, parce que ça permettrait de créer une nouvelle économie. Et comment l'économie high-tech peut émerger sans refondre le système universitaire. Là, j'ai pris l'exemple des collèges anglais qui sont très intéressants parce qu'ils brassent des étudiants de toutes les disciplines et ils sont mis ensemble. Et ça, je pense que c'est très, très novateur. Pour notre système, ça permettrait encore une fois, de ne pas avoir tout divisé. Sciences Po, c'est Sciences Po, les écoles d'ingénieurs, c'est les écoles d'ingénieurs, l'école de médecine, c'est l'école de médecine. Je pense que les étudiants pourraient avoir un cursus qui mélange tout ça. Et à travers les collèges, je pense que c'est possible, et je renvoie donc à cet article. Voilà, je vous remercie pour votre attention.